Bonjour, nous voilà donc ensemble pour la troisième et dernière partie de ce chapitre 3 qui concerne l'effet Doppler. L'effet Doppler est un effet propre aux ondes, qu'elles soient mécaniques ou lumineuses, et l'effet Doppler, si vous n'en avez aucune idée et que je vous fais entendre ça, vous allez tout de suite comprendre. Il s'agit en fait d'une variation de fréquence perçue par la personne qui était avec sa caméra sur le bord de la route lors du passage de ce camion de pompiers. Donc l'effet Doppler, vous l'avez schématisé ici sur un petit dessin. Vous avez en définition en dessous les deux choses importantes à savoir, c'est-à-dire la première, c'est que l'effet Doppler correspond à un décalage de la fréquence d'un son perçu par un récepteur lorsque l'émetteur et le récepteur sont en déplacement relatif. La conséquence, c'est que plus la vitesse relative entre l'émetteur et le récepteur est grande, plus le décalage en fréquence est important. Sur le schéma qui se trouve ici, on se rend compte que la longueur d'onde du son qui est émis par l'observateur, par le véhicule, est différente lorsque le véhicule s'approche d'un observateur ou s'en éloigne. Alors dans l'animation qui se trouve ici, je vous présente un émetteur qui va émettre des pulses sonores, c'est-à-dire des impulsions sonores, à une certaine fréquence, et donc on va visualiser sur l'écran de l'oscilloscope une certaine période. Et à côté, vous avez un récepteur qui, lui, va recevoir ces impulsions avec une amplitude moindre, puisqu'il y a un certain amortissement, mais avec exactement la même période. C'est-à-dire que si je mets le système en pause, on se rend compte que la période de l'onde émise est la même que la période de l'onde reçue. Donc maintenant, je vais déplacer l'émetteur vers la droite et je me remets en pause de manière à observer que le récepteur reçoit des impulsions sonores qui ont une période plus courte, c'est-à-dire une fréquence, donc là si la période est plus courte, la fréquence est plus grande. À l'inverse, l'émetteur, lui, n'a absolument pas modifié la période et donc la fréquence du son qu'il émet. Simplement, le récepteur va avoir l'impression de recevoir un son un petit peu plus aigu que lorsque l'émetteur était immobile par rapport à lui. Si on continue le mouvement, on se retrouve cette fois-ci avec le récepteur qui reçoit des signaux qui sont beaucoup plus espacés, donc il y a une période beaucoup plus grande. Donc si la période est plus grande, la fréquence est plus courte que celui de l'émetteur. Donc là, cette fois-ci, le son paraîtra plus grave que celui qui est émis par le petit haut-parleur rouge qui se trouve ici. On peut expliquer la situation à l'aide des deux formules vues dans le chapitre précédent. Longueur d'onde est égale à la célérité de l'onde multipliée par la période, ou la célérité de l'onde divisée par la fréquence. Comme tout le phénomène observé se déroule dans le même milieu, la vitesse de propagation est donc constante. J'isole donc la vitesse de propagation dans cette relation et je trouve que la vitesse de propagation est égale à la longueur d'onde divisée par la période ou la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Ce qui veut dire que si lorsque le véhicule s'approche de l'observateur, la longueur d'onde diminue. Pour que le rapport soit constant, si lambda diminue, il faut que t diminue aussi. Et donc, ce qui correspond à f égale 1 sur t qui augmente. Donc lorsque observateur émetteur et récepteur se rapprochent, la fréquence augmente. A l'inverse, si la longueur d'onde augmente, la période doit elle aussi augmenter et la fréquence diminue, ce qui veut donc dire que le son devient plus grave lorsque le véhicule s'éloigne et plus aigu lorsque le véhicule s'approche. Cet effet Doppler que l'on vient de voir pour une onde mécanique, c'est-à-dire une onde sonore, peut s'appliquer de la même manière à une onde électromagnétique, en l'occurrence la lumière, et cette application retrouve tout de suite un intérêt quand on fait de l'astronomie, c'est-à-dire que selon le petit schéma qui se trouve ici, lorsqu'une étoile émet de la lumière, vous avez donc le spectre d'émission de l'étoile qu'il se retrouve ici. Donc vous avez ici par exemple deux raies d'absorption de l'atmosphère de l'étoile qui sont caractéristiques de cette étoile. Si cette étoile vient à s'approcher de l'observateur, c'est-à-dire en l'occurrence de la Terre, on se rend compte que la longueur d'onde diminue, donc la période diminue, et si la longueur d'onde diminue, on se rapproche donc vers les longueurs d'onde petites, c'est-à-dire vers le bleu.
on parle à ce moment-là de blue shift. Si l'étoile s'éloigne, la longueur d'onde augmente. La longueur d'onde augmentant, on va se déplacer vers les radiations lumineuses à grande longueur d'onde, c'est-à-dire vers le rouge, et on parlera de redshift. Ce qui veut donc dire que selon que le spectre de l'étoile se déplace vers le bleu ou vers le rouge, on pourra déterminer si l'étoile s'approche de nous ou s'éloigne de nous. La propriété concernant la vitesse est la même que pour les ondes mécaniques, c'est-à-dire que plus la vitesse de l'étoile est grande par rapport à la Terre, plus le décalage observé est important. Et donc si on résume, le décalage vers les basses fréquences pour le son, ça veut dire que le son est plus grave, ça correspond à un éloignement, et pour la lumière, ça veut dire que la lumière devient plus rouge. A l'inverse, si on décale vers les hautes fréquences, c'est-à-dire qu'on s'approche, le son est plus aigu, la lumière est plus bleutée. Une des applications de l'effet Doppler en astronomie est la détection d'exoplanètes. Alors j'ai trouvé une petite vidéo sur YouTube qui vous explique les deux principales techniques de détection d'exoplanètes. Je vous passe la vidéo. La partie sur les mesures astrométriques, c'est-à-dire les mesures de position et de mouvement, ne va pas trop nous intéresser dans ce chapitre, mais plutôt dans le chapitre 6. Nous, on s'intéressera à l'effet Doppler. There are planets orbiting other stars besides our own. But it's generally very difficult to see these planets directly, given their stars are a billion times brighter than them. So to discover them, we have to try and measure their effect on their star. In this video, we're going to see different ways to use the effect of measuring the star's position, but its velocity. Think about it like this. When the star is over here, it's moving towards us. But that means the light coming from it is a bit blue shifted. On the other hand, when it's on this side, it's moving away from us now, so it's redshifted. So if we keep measuring how shifted the light is, we can figure out when the star has done a full orbit. So, just like the astrometry method, that gives us the period of the planet. Now to figure out the mass, remember the faster the star is moving, the heavier the planet must be. But if the star is going fast, then this blue and red shift is bigger, so we can work out its speed from that. Then, in theory, we can get the same information from the Doppler shift data as the astrometry data. But in practice, Doppler shifts can be measured to way more accuracy. In fact, with this method, we would be able to detect if the star was going at walking speed. But there is a limitation with the Doppler method. Imagine if, instead of being side-on, the star moved like this. Now the star is never moving away from us or towards us, so its light is not blue or red shifted, and so we can't tell that it's moving at all. Measuring Doppler shifts only tells us the component of the velocity in our direction. That can lead us to underestimate the mass of the planet, or in the worst case, we won't be able to tell that there is a planet there at all. Et voilà qui conclut donc ce chapitre 3 et cette troisième vidéo, après la diffraction, les interférences, l'effet Doppler. Au revoir.